Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce TD numéro 9 consacré au rapport entre Napoléon et les religions. Alors, avant de commencer, une référence bibliographique, c'est l'ouvrage de Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et les cultes, les religions en Europe à l'aube du XIXe siècle, qui est publié chez Fayard et qui date de 2002, qui est, à mon avis, la meilleure synthèse sur ces différents aspects, les différents aspects de ce problème, du rapport qu'entretient Napoléon et les religions, notamment à travers le Concordat. Alors, lorsqu'il arrive au pouvoir, Napoléon doit prendre en charge des relations extrêmement compliquées entre les religions et notamment entre le catholicisme et l'État. La constitution civile du clergé, promulguée le 12 juillet 1790, a consacré une rupture en la matière, puisque cette constitution civile du clergé transformait les prêtres et les évêques en véritables fonctionnaires qui devaient prêter serment. C'est pour cela qu'on a appelé le clergé constitutionnel qui prêtait serment à cette constitution civile le clergé assermenté, tandis que le clergé qui refusait cette constitution civile était le clergé insermenté ou clergé réfractaire. Alors, cette constitution civile du clergé crée donc un véritable schisme au sein de l'Église française, d'autant plus que Pie VI, qui est alors le pape, refuse de la reconnaître. Ces rapports, difficiles dès les premiers temps de la Révolution, ne font que s'amplifier sous la Terreur avec la déchristianisation qui touche aussi bien les constitutionnels que les réfractaires, avec de nombreux prêtres qui sont massacrés ou guillotinés. Le Directoire introduit un nouveau type de relation entre la Constitution, entre le clergé et l'État. Il revient sur cette constitution civile du clergé et il crée un régime de séparation de l'Église et de l'État, donc bien avant 1905, alors qui répond à un objectif de laïcité, mais pas uniquement. Le directoire se veut essentiellement pragmatique et notamment pragmatique sur le plan financier. Le directoire n'était pas en mesure de subvenir aux besoins des cultes euh, pour des raisons économiques évidentes, c'est-à-dire que depuis la crise des assignats, l'État était considérablement endetté et cet endettement conduit à la banqueroute des deux tiers en 1797. Dès lors, lorsqu'il arrive au pouvoir le 18 Brumaire en 8, l'objectif de Napoléon est triple. Le premier, c'est de rétablir un certain ordre social par la religion. Cette volonté, elle est à relier avec la conception que Napoléon a de la religion. Napoléon n'est pas fondamentalement religieux. On dirait qu'il est plutôt agnostique. Il cultive une forme de scepticisme à l'égard de la religion, bien qu'il soit traversé, comme tout le monde, par des questions existentielles. En revanche, il est très ferme sur ce point. Il considère la religion comme un ferment d'ordre social. Pour lui, c'est l'apport essentiel de la religion et pour faire écho à ce que je disais la semaine dernière sur la politique éducative, il considère que les excès de la terreur sont liés à l'athéisme des montagnards. Deuxième aspect important qui va structurer sa politique, c'est la volonté de réconcilier les deux clergés qui se sont séparés en 1790. Donc réunir dans un seul clergé, le clergé constitutionnel et le clergé réfractaire. La troisième ambition napoléonienne, c'est celle de réconcilier l'Église avec l'État républicain, puisque finalement ces deux institutions
ont du mal à cohabiter ensemble depuis les débuts de la Révolution. Et dans ce but, il a une politique conciliante à l'égard du culte catholique dès les débuts du concordat, du consulat. Les congrégations sont à nouveau autorisées. Il favorise le retour en France à travers ces décrets d'amnistie d'un certain nombre de prêtres réfractaires, à condition que ceux-ci prêtent serment devant la Constitution de l'an 8. Enfin, les grandes cérémonies religieuses reprennent, et notamment à l'occasion des traités de paix. On pense notamment à la paix de Lunéville de février 1801, à la paix d'Amiens de mars 1802, et lors de ces traités de paix, des Te Deum sont chantés à Notre-Dame de Paris. Mais surtout, Napoléon Bonaparte, premier consul, engage des pourparlers avec le nouveau pape, Pie VII, qui se montre beaucoup plus conciliant vis-à-vis de la République que son prédécesseur. Et donc, ça sera l'objet de notre première partie, le concordat et la réconciliation entre la France et l'Église, avec un grand A sur des négociations du concordat jusqu'aux articles organiques. Donc, grand A des négociations du concordat jusqu'aux articles organiques. Alors, les négociations sont longues, sont difficiles. Elles commencent à l'automne 1800. Du côté français, Talleyrand mène les pourparlers. Du côté pontifical, vous avez deux personnages qui sont des conseillers, des proches conseillers du pape, Monseigneur Spina et Monseigneur Consalvi. Alors tout de suite, la négociation achoppe sur un certain nombre de points. Tout d'abord, les représentants du pape sont réticents à l'idée de réintégrer le clergé, les membres du clergé constitutionnel dans le nouveau clergé qui serait issu du concordat. Difficulté également à vouloir reconnaître la vente des biens du clergé en biens nationaux, ce qui était un sujet de dissension assez considérable depuis le début de la Révolution entre l'État et l'Église. Autre sujet également qui entraîne un certain nombre de négociations âpres, le rétablissement de l'Église, la question du rétablissement de l'Église comme religion d'État. Napoléon y est pour sa part opposé. Le pape, lui, il serait favorable qu'on revienne à un statut proche de celui de l'Ancien Régime. Et bon, finalement, les négociations finissent par trancher du côté de Napoléon. Alors, en effet, le 15 juillet 1801, le concordat est signé, et ce concordat marque de nombreuses concessions de la part de Pie VII. En effet, l'objectif principal de Pie VII, c'était de mettre fin à la division issue de la Révolution, à la division du clergé, et cet objectif est atteint, mais au prix d'un certain nombre de concessions sur le plan symbolique comme sur le plan politique. En effet, donc comme je viens de le dire, le catholicisme n'est plus la religion de l'État, mais la religion de la plus grande majorité des Français. Napoléon ici a gagné, ce qui était nécessaire pour lui, d'autant plus qu'une partie de son opinion publique, notamment on pense aux néo-jacobins, au courant néo-jacobin, au courant républicain, au courant libéraux, les idéologues par exemple, refusaient le rétablissement de l'Église comme religion d'État. Par ailleurs, Pie VII cède sur le point, les autres points qui étaient âprement discutés, notamment la réintégration du clergé constitutionnel. Finalement, Napoléon peut choisir des évêques, notamment dans l'ancien clergé constitutionnel, ou encore sur la reconnaissance des biens de l'Église, de la vente des biens de l'Église en biens nationaux. Là encore, sur ce point-là, Pie VII cède. Alors, le texte du Concordat consacre des principes gallicans,
Mais le pape a également un certain pouvoir sur le plan politico-symbolique, ce qui montre une forme de compromis entre gallicanisme et ultramontanisme. En effet, les évêques sont nommés dans un premier temps par le premier consul. Ils doivent prêter serment à la Constitution de l'an 8, à la République, serment de fidélité. Puis, dans un second temps, ils reçoivent l'investiture canonique de la part du pape. Donc une volonté, on le voit, de compromis dans la reconnaissance de l'autorité de l'État en France et de la reconnaissance de l'autorité pontificale. Alors, malgré les concessions de Pie VII, ce n'est pas à Rome que les oppositions sont les plus marquées, mais bien en France, dans les chambres législatives, notamment le tribunat et le corps législatif. En effet, les néo-jacobins et les idéologues considèrent que ce texte est trop conciliant et marquerait un premier pas vers le retour du catholicisme comme religion d'État. Et cette opposition, qui est de plus en plus forte au début de l'année 1802, entraîne les épurations du tribunat et du corps législatif en mars et en avril 1802. Alors finalement, en raison de cette pression, donc le texte du Concordat met du temps à être ratifié par les chambres, et il finit par l'être le 8 avril 1802, donc on est le 18 Germinal en 10, et cette ratification ne se fait pas sans concession à l'égard des anticléricaux, des partisans de la fermeté à l'égard du pape, puisque le Concordat est, dans ses articles organiques, interprété dans un sens gallican. En effet, différentes mesures se rajoutent aux 17 articles préexistants, notamment en ce qui concerne la correspondance administrative entre le clergé et le pape. La correspondance entre le clergé et le pape qui est soumise à autorisation administrative par l'État. Autre besoin d'autorisation administrative, c'est pour la tenue des conciles et des synodes, et également pour la publication des bulles pontificales. Par ailleurs, les évêques sont soumis à un strict contrôle de la part de l'État, et les infractions aux lois concordataires peuvent être poursuivies au niveau du Conseil d'État. Alors, ce texte, donc, on le voit, est interprété dans un sens véritablement gallican en 1802, et cette conception relativement autoritaire, étatique et autoritaire des relations entre l'Église et l'État entraîne un certain nombre de dissensions et d'oppositions de la part du clergé. Ces oppositions sont particulièrement fortes en Normandie, en Bretagne, en Touraine, dans le Poitou également, et sont menées par deux évêques, l'évêque de Blois, Thémines, et l'évêque de La Rochelle, Coucy. Ces évêques décident de fonder la petite église, ce qu'on a appelé la petite église, parce que pour eux, le concordat ne fait que pérenniser la République, et en plus, en mêlant le spirituel et le temporel, le concordat ne fait que créer une église schismatique à l'image de l'église anglicane. Alors, ce courant de la petite église a des liens très clairs, et la géographie en cela de son origine géographique est intéressante, c'est-à-dire le Grand Ouest, une région qui sont plutôt favorables à un retour des Bourbons, et les liens entre la petite église et les immigrés sont constants. Il faut y voir aussi dans ce courant de la petite église l'influence du jansénisme.
Alors, malgré la répression, cette petite église perdure pendant une bonne partie du XIXe siècle et même dans certains cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains reliquats de la petite église du début du XIXe siècle encore aujourd'hui. Par exemple, euh, l'église des Deux-Sèvres, alors qui est le reliquat le plus important, qui compterait à peu près 3000 fidèles. Et la particularité de cette église des Deux-Sèvres, comme des autres reliquats de la petite église, c'est que il n'y a plus de prêtres depuis le milieu du XIXe siècle, hein, par défaut de formation. Finalement, il y a eu une extinction des prêtres, et par conséquent, le culte est exercé travers des offices laïques dans les maisons de certains particuliers, et donc il n'y a plus véritablement de messe à proprement parler. Alors, ce concordat, Napoléon tente de le transposer dans l'Europe napoléonienne, et notamment dans deux régions de cette Europe napoléonienne. Tout d'abord, l'espace germanique. En effet, Napoléon voulut mettre en place un concordat dans les États catholiques, mais les négociations finirent par échouer en 1806 en raison des, des tensions croissantes entre Napoléon et Pie VII. Alors, néanmoins, les principes de tolérance religieuse, de liberté des cultes sont introduits dans ces États allemands et bien évidemment dans les départements régnants qui sont annexés à l'Empire français, alors que prévalait naguère depuis le XVIe siècle, depuis les guerres de religion entre luthériens et catholiques, un principe qui était celui selon lequel quand vous étiez sujet d'un souverain, vous aviez obligatoirement la religion de ce souverain. Vous deviez pratiquer la même religion que ce souverain, donc c'était pas vraiment un principe de tolérance, et il était ce principe qui était dominant dans l'espace germanique depuis le XVIe siècle, était résumé par la formule latine cuius regio, eius religio. Alors, volonté également de transposition dans le royaume d'Italie. En effet, un concordat fut signé en septembre 1803 et en Italie, ce concordat reprend des dispositions du concordat de 1801, mais il l'adapte fortement aux conditions locales. Par exemple, l'article 1 précise que le catholicisme est la religion de l'État. Donc, bien évidemment, c'est une différence par rapport à la France en raison du poids très fort de la religion catholique en Italie. Par ailleurs, les évêques doivent être, comme en France, nommés par le pouvoir avant de recevoir l'investiture du pape. Néanmoins, l'État a beaucoup moins de poids sur le plan administratif et notamment sur la correspondance entre le clergé et le pape, qui est beaucoup plus libre qu'en France. Alors, ce concordat pousse Napoléon à s'intéresser à l'organisation d'autres cultes que le culte catholique. Et le concordat, certains dispositifs du concordat s'élargissent ainsi au protestantisme et au judaïsme. Donc ça sera l'objet de notre grand C, le concordat, le protestantisme et le judaïsme. Alors, sur la question du protestantisme, alors, il faut voir géographiquement la répartition des protestants sur le territoire français au début du XIXe siècle. Vous avez les calvinistes qui sont très présents dans le sud de la France, les huguenots, depuis croissant dans le midi de la France, depuis les Charentes jusqu'au sud du Massif central, aux Cévennes. Ils sont à peu près, ces protestants du sud de la France, à peu près 500 000. Dans l'est de la France, ce sont les luthériens qui sont très présents, aussi bien dans certains départements comme les départements alsaciens que dans les départements annexés rhénans, et on
chiffre ces luthériens à peu près 400 000. Alors, Napoléon cherche à se montrer tolérant à l'égard des protestants tout en les plaçant sous le contrôle de l'État. En effet, il définit leur statut par les articles organiques. Il y aura égalité de traitement entre les pasteurs et les prêtres. Donc là, il y a une égalité de statut très claire avec l'Église catholique. Et l'organisation administrative du protestantisme devra évoluer. Cette évolution se fera dans le cadre des institutions protestantes qui existaient déjà. Et l'institution de base, l'unité de base de la religion calviniste, c'était le consistoire. Le consistoire qui était à la fois une entité géographique et une assemblée qui dirigeait, donc à l'échelle de cette entité géographique, l'Église calviniste. Alors, le consistoire est réorganisé avec des consistoires locaux et un consistoire central dans le cas des calvinistes, comme dans le cas des luthériens, le but étant, bien évidemment, que l'État se donne le droit d'intervenir dans les décisions spirituelles des luthériens comme des calvinistes. Alors, sur la question des Juifs, on compte à peu près 45 000 Juifs dans la France, les départements de la France avant les annexions. Si on rajoute les Juifs des départements annexés, on monte à 75 000. Alors, il faut faire là encore une distinction entre les Juifs du Midi, qui sont en général plus riches, mieux intégrés, ils sont mieux intégrés également à la société française. On peut par exemple citer le cas des anciens maranes portugais de Bordeaux, qui sont souvent dans le négoce. Et ces juifs du Midi ne correspondent pas à la même sociologie que les juifs de l'Est, qui sont en général plus pauvres et moins bien intégrés. Alors, lors de son arrivée au pouvoir, Napoléon est plutôt bien accueilli par la communauté juive et ceci est confirmé lors du passage à l'Empire où il est comparé dans nombre d'écrits il est comparé à Cyrus, donc Cyrus, le roi perse qui avait mis fin à la captivité des Juifs dans l'Empire perse et qui s'était montré donc tolérant à l'égard de la religion juive. Alors, néanmoins, les prêteurs d'argent juifs sont rendus responsables en 1805 de la crise économique qui touche l'Alsace et cet événement constitue le point de départ de la réforme, la réorganisation du culte juif sous l'impulsion de Napoléon. Napoléon décide de poser un questionnaire aux rabbins, aux notables juifs, notamment pour voir la compatibilité entre le Code civil et le Talmud, notamment dans le domaine matrimonial, si par exemple les mariages mixtes peuvent être autorisés, dans le domaine également de l'usure, qui selon Napoléon doit être condamné, et également dans le domaine du respect de la conscription. Et dans tous ces domaines, les notables qui sont bientôt rassemblés dans le Grand Sanhédrin, qui est l'institution qui existait en Palestine dans l'Antiquité, ces notables sont d'accord pour consentir aux souhaits napoléoniens. Alors, 3 décrets sont apportés par la suite. Les décrets du 17 mars 1808 mettent un système de consistoires régionaux, donc un petit peu sur le modèle protestant. Ces consistoires régionaux sont au nombre de 10 et remplacent les anciennes communautés qui étaient les précédentes structures du judaïsme auparavant. Alors, ce système de consistoire doit veiller au bon exercice du culte et c'est un consistoire central. Un consistoire central chapeaute
ces 10 consistoires. On retrouve dans ce consistoire central 2 rabbins et 3 laïcs, et tous ces 5 personnages sont tous nommés par l'empereur. Alors, cependant, il y a une différence notable qui montre qu'il n'y a pas une égalité parfaite entre catholiques, protestants et juifs. Les rabbins ne sont pas rémunérés, contrairement aux pasteurs et aux prêtres, et il faut attendre la monarchie de Juillet pour que ce soit le cas. Autre différence qui montre une relative discrimination de la communauté juive, le troisième décret portant sur la réforme sociale des Juifs euh, crée un certain nombre de dispositifs discriminatoires. Il s'adresse avant tout aux Juifs de l'Est, puisque ce décret ne concerne pas les Juifs des Landes, de la Gironde et de Paris. Ainsi, selon ce décret, tout Juif voulant ouvrir un commerce, se livrant à un commerce, devra payer, devra se munir d'une patente. Par ailleurs, interdiction est faite aux Juifs de résider, de s'installer en Alsace, et également les Juifs, contrairement aux autres citoyens, n'ont pas le droit de se faire remplacer pour le service militaire. Donc là, très clairement, il y a un régime discriminatoire qui est introduit, ce qui pousse certains juifs à déjà que ces mesures soient abrogées, et ce décret donc sur la réforme sociale des juifs sera appelé dans la communauté juive le décret infâme en raison de son caractère discriminatoire. Alors, malgré ce décret donc sur la réforme sociale des Juifs, la législation impériale favorise l'intégration des Juifs dans la communauté nationale, et finalement fournit le cadre législatif idéal pour accélérer cette intégration au cours du XIXe siècle. Alors, dans un second temps, j'évoquerai la question de l'organisation et du développement de l'Église concordataire. Grand 2, l'organisation et le développement de l'Église concordataire, avec un grand A sur la composition du nouveau clergé. Alors, une administration des cultes est créée en octobre 1801. À la tête de cette administration des cultes, il y a le grand maître d'œuvre du Code civil, le Portalis, qui doit organiser la nomination et la rémunération des membres du clergé. Cette administration des cultes est transformée en ministère des cultes en 1804. Alors, la première tâche de Portalis est de réaliser l'unité de ce clergé qui apparaît extrêmement divisé à la, dans les premiers temps du consulat. Et pour cela, il s'appuie sur un personnage très important qui a des qualités de négociateur, de diplomate et également des qualités de prêtre, puisqu'il s'agit de l'abbé Bernier, qui a eu un rôle important dans la pacification de la Vendée, et qui s'attelle donc à la composition de ce nouveau clergé. Alors, ce clergé est le produit de la fusion de 3 groupes, 3 principaux groupes: des évêques d'Ancien Régime, qui étaient déjà évêques sous l'Ancien Régime. Alors, ces évêques sont en général plutôt des modérés politiquement. Ils n'ont pas forcément quitté le territoire français durant la Révolution, ou quand ils l'ont fait, ils sont rentrés assez tôt, dès les premiers décrets d'amnistie de Napoléon. Et ils ont prêté serment de fidélité à la Constitution de l'an 8. Alors, on retrouve dans ces personnages Monseigneur de Bellois, par exemple, qui est archevêque de Paris, ou encore Monseigneur Champion de Cissé, l'ancien qui est alors archevêque de Bordeaux et qui devient archevêque d'Aix, et qui est connu également pour avoir été un des inspirateurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Intégration également du clergé constitutionnel. Clergé constitutionnel qui est donc dont certains membres sont intégrés, mais pas l'abbé Grégoire, que Napoléon considère comme un opposant politique.
Enfin, certains prêtres deviennent évêques et ces personnages doivent tout à Napoléon. On pense notamment à l'abbé Bernier, mais aussi à l'abbé Cambacérès, à l'abbé Caffarelli et bien évidemment à Fesch, l'oncle de Napoléon, qui devient archevêque, archevêque de Lyon, donc primat des Gaules en 1802 et cardinal l'année suivante. Alors, du point de vue sociologique, on s'aperçoit sans surprise que parmi les évêques, ce sont les fils de la noblesse et de la bonne bourgeoisie qui dominent. Néanmoins, il y a une ouverture sociale plus marquée que précédemment en direction de milieux plus modestes, notamment en ce qui concerne les fils d'artisans et de la paysannerie. Alors, après avoir réalisé la fusion du clergé au niveau national, chaque évêque dans son diocèse tente de réaliser à son échelle la fusion du clergé à l'échelle donc de son diocèse. Cette fusion est difficile au niveau des prêtres, pour plusieurs raisons. D'abord par un manque de prêtres, du fait des différentes répressions qu'a connues l'Église au fur et à mesure, hein, sous la Révolution, sous le Directoire également. En raison de ces troubles révolutionnaires, certains diocèses manquent de prêtres. On pense notamment au diocèse de Bourges. En raison également, difficulté également des évêques pour organiser leur diocèse en raison de l'opposition qu'entraîne le concordat, notamment l'opposition de certains prêtres constitutionnels comme réfractaires. Alors, en réorganisant l'Église à travers le Concordat, Napoléon cherche à faire de l'Église un auxiliaire de son pouvoir et il est dès lors dans une sorte d'ambivalence. Ambivalence qu'on voit pleinement en 1804 lors du sacre, une ambivalence entre recréation d'une monarchie chrétienne et autocouronnement. Donc ça sera le grand B. Entre recréation d'une monarchie chrétienne et autocouronnement. En effet, Napoléon prolonge sa politique d'apaisement avec le pape et il arrache de Pie VII le fait que Pie VII vienne bénir son règne le 2 décembre 1804, donc lors du sacre. Néanmoins, ce sacre marque une nouvelle abdication du pape à l'égard de Napoléon. En effet, le pape espérait secrètement que Napoléon revienne sur les articles organiques qui étaient en sa défaveur. Néanmoins, Napoléon n'en fera rien, donc il perd sur ce tableau-là. Et en plus, le sacre, très franchement, n'est pas vraiment un sacre. C'est plus un autocouronnement, c'est un autocouronnement de Napoléon. C'est une cérémonie civile avec un habillage religieux indispensable. Très clairement, ici, Pie VII échoue sur les deux tableaux. Par ailleurs, Napoléon est attentif aux symboles et malgré cette volonté de s'émanciper de l'Église, de montrer qu'il ne sera pas finalement comme un empereur classique obéissant au pape, il recrée la symbolique et l'apparat d'une monarchie chrétienne. Alors ça se manifeste de différentes manières, ça se manifeste par exemple par la construction d'une chapelle aux Tuileries. Également, ça se manifeste par la transformation de Saint-Denis en nécropole impériale, ou encore au retour du statut d'église pour le Panthéon, Panthéon dans lequel sont honorés les serviteurs de l'Empire. Alors, on le voit ici, l'Église doit toujours servir le pouvoir napoléonien. Et donc, ça sera l'objectif du grand C, l'Église, soutien spirituel du régime impérial. En effet, le but du concordat et des articles organiques, c'est de transformer les religions en auxiliaires du pouvoir napoléonien. Et les évêques sont transformés en véritables fonctionnaires. Ils deviennent, ils acquièrent à ce moment-là leur nom de préfet violet. Ils doivent soutenir Napoléon, relayer la propagande impériale, notamment lors d'entrées en guerre ou lors de la proclamation de paix. Ils doivent écrire des textes, des mandements à leurs fidèles
qui ont pour but de relayer donc la propagande napoléonienne. Cette église comme relais de la propagande impériale, on le retrouve également au niveau des prêtres. Les prêtres font chanter chaque semaine à la messe la prière euh, en faveur du souverain et des Te Deum sont chantés lors des victoires. Le bulletin de la les bulletins de la Grande Armée peuvent même être lus dans les églises. Donc, il y a très clairement une volonté de confondre la religion et la propagande napoléonienne, et cette confusion atteint son paroxysme en 1806. En 1806, lorsque Napoléon décide d'aller plus loin en imposant la création et la diffusion du catéchisme impérial qui enseigne le culte de la personne, de la personnalité de l'empereur, plus que le christianisme. Alors, qu'est-ce que c'était que ces documents, ces catéchismes impériaux? C'était des documents au texte très simple, faits de questions et de réponses, qui affirmaient que la volonté divine avait établi Napoléon comme souverain de France et que les Français lui devaient amour, respect, obéissance et fidélité. Et ces catéchismes impériaux qui sont diffusés donc partout au sein de la population, au sein du peuple, entraînent de réticences de la part de certains prêtres, voire même de certains évêques. On pense notamment aux évêques des départements belges, à l'évêque de Tournai, à l'évêque de Liège, qui refusent la diffusion de ce catéchisme impérial. Alors cet exemple du catéchisme impérial et finalement le refus de la part d'une partie du clergé montre la tension qui existe entre un pouvoir temporel qui cherche à s'arroger la spiritualité et un pouvoir spirituel qui cherche à garder une autonomie. Et donc ça sera l'objet de notre troisième partie, la nouvelle querelle du sacerdoce et de l'empire qui manifeste au plus haut niveau cette tension, avec un grand A sur les origines des tensions. Donc, grand A aux origines des tensions. Alors, Pie VII rentre de Paris en 1804 extrêmement frustré. Il n'a rien obtenu et Napoléon, il voit bien que Napoléon cherche à ce que chaque État, et notamment les États pontificaux, soient l'allié de la France, qui est la puissance alors dominante. Et la dégradation des rapports entre les deux hommes est dès lors inévitable. Cette dégradation, elle a lieu dès novembre 1805. En effet, Napoléon redoute que les États pontificaux servent de point d'appui aux Anglais, notamment par le biais d'un port qui est situé dans les Marches, qui est un débouché sur l'Adriatique, qui est le port d'Ancône, port qui est alors en plein développement et par lequel transitent les produits anglais qui ne doivent pas rentrer en France et sur le continent. Napoléon fait donc occuper ce port d'Ancône en novembre 1805. Donc là, finalement, on est déjà dans des pratiques qui sont assez proches de ce qui va avoir lieu de point de vue institutionnel, cette fois-ci l'année suivante, c'est-à-dire le blocus continental. C'est dans ce contexte qu'intervient la lettre de février 1806 où Napoléon demande à Pie VII de s'aligner sur son système continental dans une réflexion mi-économique, mi-politique, dans lequel il oppose l'Angleterre au continent. Le pape lui répond de façon ferme en lui écrivant que il n'est en rien, que Napoléon n'est en rien comparable à Charlemagne, qui était avant tout le serviteur de l'Église et non l'inverse. Et il déclare dans le même temps l'inviolabilité des États pontificaux. Alors, 1806 marque un premier tournant dans ces tensions, dans l'accroissement de ces tensions. En effet, en mars 1806, Joseph devient roi de Naples. Joseph devient roi de Naples et il y a une volonté du pape et de
de l'archevêque de Naples, qui est le cardinal Ruffo, de refuser de reconnaître Joseph comme roi de Naples. Et ce refus entraîne l'envoi de troupes de la part de Napoléon dans les États pontificaux, et Napoléon pousse Consalvi au départ, et ici, là encore, c'est un tournant politique parce que Consalvi représentait à la fois, donc, il incarnait les négociations qui ont mené au Concordat, et il représentait à la curie un courant relativement conciliant à l'égard des Français. On entre ainsi dans une seconde phase dans les relations entre la France napoléonienne et le Saint-Siège. C'est cette phase d'une lutte d'influence pour avoir le contrôle spirituel en Europe, et cette lutte d'influence peut apparaître comme inégale. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, puisque d'un côté, vous avez certes un pape qui a encore un pouvoir symbolique fort, et il va jouer sur ce pouvoir, je vais y revenir, mais qui est finalement à l'échelle européenne un nain politique, alors que de l'autre côté, Napoléon, certes, n'a pas la légitimité sur le plan spirituel, mais se montre comme voilà, le souverain de la puissance politique dominante en Europe continentale. Alors, le pape, en effet, sur le plan symbolique, tente de s'opposer, et notamment en refusant, c'est son arme finalement majeure, l'investiture canonique aux évêques qui sont issus du Concordat italien. Dans un premier temps, il le fait à l'égard des évêques issus du Concordat italien, et progressivement, ce refus va s'élargir au cours au fur et à mesure de la détérioration des relations avec Napoléon. Alors, grand B, l'annexion de Rome par les Français. Alors, le respect du blocus continental, malgré l'occupation d'Ancône, reste un objet de tension. En effet, les Anglais sont très présents tout autour de l'Italie, tout d'abord à Malte, et également sur l'île de Capri, en mer Tyrrhénienne. Ils ont également une flotte qui est présente, et les produits anglais rentrent par la contrebande, hein, au même titre que l'Allemagne du Nord et que les Pays-Bas. L'Italie constitue une faille dans le dispositif du blocus continental. Dès lors, Napoléon décide de faire marcher ses troupes sur Rome en janvier 1808. Pie VII conserve son autorité sur ces États, mais il est placé en quelque sorte sous la tutelle de la France. Pie VII réagit en refusant de donner l'investiture canonique aux évêques qui ont été nommés ou promus en France par Napoléon. Dès lors, les prélats qui ne sont dans l'incapacité d'exercer leur pouvoir spirituel dans leur diocèse, ce qui est quand même au niveau de l'Église, même en France, un problème. Par la suite, les États pontificaux sont annexés à l'Empire français par décret le 17 mai 1809, et en réaction à ce décret, Pie VII désigne la bulle Cum Memoranda, par lequel sont excommuniés tous les responsables des attentats commis à Rome et dans les États de l'Église, contre les immunités ecclésiastiques et contre les droits, même temporels, de l'Église et du Saint-Siège. Donc là, très clairement, il y a cette bulle touche Napoléon, et Napoléon est visé et il est excommunié. Donc finalement, vous voyez, le pape a utilisé finalement le moyen politique qu'il avait entre les mains, le plus fort, et cette bulle d'excommunication entraîne une rupture irrémédiable entre Napoléon et le pape, puisque le 6 juillet 1809, le général Radet fait briser les portes du Quirinal, s'empare de la personne du pape et le place en détention. Et donc ça sera l'objet de notre grand C, la détention de Fontainebleau. Alors avant d'arriver à Fontainebleau, Pie VII est d'abord détenu prisonnier dans l'évêché de Savone, près de Gênes,
il est emmené par la suite au château de Fontainebleau en juin 1812. Il y reste jusqu'au début de l'année 1814, au moment où Napoléon, pressé par le contexte européen qui lui est défavorable, décide de le faire rentrer dans ses États. Alors, Napoléon, pourquoi Napoléon déplace-t-il le pape à Fontainebleau? Bon, il faut voir ici, peut-être, même sûrement, l'ambition qu'avait Napoléon de créer à terme le nouveau siège de la papauté à Paris. Ce n'était pas qu'une chimère, il avait prévu un certain nombre de dispositifs euh, dès, enfin très rapidement. Par exemple, il avait transféré, déplacé les archives du Saint-Siège à Paris. Certains cardinaux romains avaient été envoyés également à Paris et Napoléon avait prévu de donner Notre-Dame au pape et de transformer à ses fins le palais épiscopal jouxtant Notre-Dame. Alors, de façon plus immédiate, son but en mettant le pape, en déplaçant le pape à Fontainebleau, était qu'il cède sur la question des investitures canoniques. Alors sur cette question-là, il fait pression par des moyens divers, parfois allant même jusqu'à des pressions physiques. Néanmoins, le pape ne cède pas, mais il finit par céder en janvier 1813, avant de se rétracter. Alors, quand le pape cède, finalement, il finit par signer un texte, ce qu'on appelle le Concordat de Fontainebleau, mais se rétracte dans un second temps. Finalement, cette résistance passive de Pie VII face à Napoléon n'est pas vaine, puisque le pape a gain de cause en janvier 1814 et Napoléon, politiquement et militairement aux abois, doit lui restituer ses États pontificaux. Pie VII peut donc quitter Paris le 23 janvier 1814 et rentrer à Rome. Alors, on le voit donc en conclusion, euh, euh, les rapports entre l'Église, les religions et l'État sont ambivalents sous Napoléon. Ils sont faits d'une volonté d'apaisement dans un premier temps, dans les premières années du Concordat, puis progressivement cet apaisement est enrayé par de multiples tensions. Ces tensions, on l'a vu dans le cas du judaïsme, poussent Napoléon à formuler le décret infâme, et ces tensions, elles sont également extrêmement fortes dans les rapports entre l'Église romaine et Napoléon. Et elles poussent finalement Napoléon à mettre en détention le pape qui était pourtant l'un de ses alliés politiques au moment du Concordat. Alors néanmoins, le Concordat crée un nouveau mode de relation entre les églises et l'État, sur lequel va finalement s'appuyer tout le XIXe siècle. Le Concordat marque également une forme de laïcisation et d'égalité entre les cultes. Et finalement, c'est une base assez solide puisque le Concordat ne sera finalement abrogé qu'en 1905 et vous le savez, il existe encore tout et toujours en Alsace et en Moselle, puisque ces départements dépendaient de l'Empire allemand en 1905, et donc le régime concordataire existe encore dans 3 départements français.